Aujourd'hui, on va parler des 4 pires inventions de l'humanité, en commençant par une poussette anti-gaz et en allant jusqu'à des objets brillants mais radioactifs. Je sais, ça vous intrigue déjà, alors on va pas faire de blabla et c'est parti. Les poussettes anti-gaz. Retour en 1930. On sort tout juste de la guerre la plus médiatisée de l'époque, avec des images dans tous les sens et des médias qui ont du mal avec la gestion de crise pour toute rumeur ou information mettant en avant un potentiel futur conflit de la même ampleur. La menace d'une nouvelle guerre plane à chaque flash info ou page de journal. Et vous savez quoi? Les industriels de l'époque ont réussi à tirer leur épingle du jeu par rapport à ça. Ils ont réussi à tourner ça à leur avantage en créant toutes sortes de gadgets promettant de protéger la population. Et la cible de l'un de ces industriels était les jeunes parents. La menace de l'époque, c'était le gaz, mais pas de souci, on va y remédier de manière très simple. Pour protéger votre bébé, on vous propose une poussette qui protège du gaz, une sorte de boîte hermétique dans laquelle vous pouvez mettre votre bébé qui pourra être protégé des gaz. D'apparence une poussette à peu près normale, à ceci près qu'elle disposait d'un couvercle en verre et d'un filtre à gaz sur le dessus. On faisait jouer la parano des parents de jeunes enfants en leur jurant que mettre leur poupon sous une cloche en verre hermétique était le summum de la protection moderne dernier cri. Même les films dystopiques de notre époque auraient pas osé imaginer ça. Et pourtant les inventeurs de cette chose l'ont fait. Et bien heureusement, en réalité, à part quelques articles de journaux pour parler de cette fausse innovation, elle n'a jamais été ni utilisée ni produite. Parce que bon déjà, faut imaginer le truc, mais en plus faut se mettre en tête que le seul et unique moyen pour l'enfant de respirer dépendait d'une espèce de boudin, que vous savez comme les trucs là pour se mettre du parfum avant, ça dépendait de ça qu'on devait actionner de l'extérieur, que quelqu'un devait presser pour faire entrer l'air qui serait filtré et ensuite qui arriverait à l'enfant. Le problème, si on réfléchit un tout petit peu plus de 2 secondes, s'il y a une attaque au gaz, qui reste-t-il pour actionner ce boudin qui est uniquement accessible de l'extérieur? Qui? Donc forcément, les gens se sont vite rendus compte que c'était juste la mort assurée pour leur enfant que d'acheter cette chose un peu bizarre et très sombre. On passe à la suite. Les bombes à chauve-souris. Ouais, on pourrait être tenté de faire une blague douteuse en disant « c'est Batman ou quoi ?» Mais franchement, ça ne s'y prête pas du tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un dentiste du nom de Lyle S. Adams a eu une idée saugrenue après les événements de Pearl Harbor, de tout simplement utiliser des chauves-souris comme bombes volantes. L'idée de cet homme, c'était de lâcher des milliers et des milliers de chauves-souris équipés d'une sorte de dispositif de bombe incendiaire. Tout ceci au-dessus des villes japonaises. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, au Japon, beaucoup, voire tous les bâtiments étaient constitués de bois. Donc forcément, une bombe incendiaire là-dedans, ça faisait des ravages. En tout cas, ça le promettait. Ces minuscules animaux iraient se nicher dans les recoins les plus inaccessibles des habitations et il n'y aurait plus qu'à prendre feu pour tout ravager. Vous trouvez que cette idée est abjecte, inhumaine, atroce et qu'il faudrait enfermer cet homme de toute urgence? Pas les États-Unis. Le gouvernement américain, lui, a adoré son pitch et a décidé d'investir des millions de dollars dans ce projet. Et en même temps, venant d'eux, on n'est pas vraiment surpris. Ce projet, le projet X-Ray, a carrément été jusqu'à la phase de test et les résultats étaient évidemment pas du tout concluants parce que tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est cramer leurs propres installations. Heureusement, le projet a été abandonné en 1944. Mais bon, derrière, ils nous ont quand même pondu la bombe atomique. Alors, l'un dans l'autre, lequel est le pire? Les cages à bébés pour fenêtres. Cette invention, c'est un truc qui a de quoi vous faire vriller complètement. L'idée part d'un postulat tout simple. Il fait chaud dans votre appart et vous voulez que votre bébé profite de l'air frais. Pas de souci, mettez-le dans une cage en suspension accrochée à votre fenêtre. Ce délire, ça nous vient d'une période entre les années 20 et les années 30. À l'époque, il y avait un livre qui était assez commun, assez répandu, qui disait que pour le bon développement des enfants, il fallait les aérer, qu'ils s'exposent à plusieurs bactéries et que c'était bon pour leur système immunitaire. Jusque-là, pas très compliqué à comprendre. Mais de là à les suspendre dans le vide, alors là vraiment faut m'expliquer le lien. C'est plus un raccourci, c'est de la téléportation là. C'est Emma Reed, une américaine, évidemment, qui s'est dit que pour maximiser l'aération des enfants, on pouvait les mettre dans des cages accrochées dans le vide, peu importe la période de l'année. Comme ça aurait non seulement la chance d'endurcir leur système immunitaire grâce à l'exposition au froid et aux bactéries extérieures, et en plus ça permet de le faire sans avoir à sortir de chez soi. Super pour les flemmards. Et c'est un nouvel avantage pour les parents ayant un tout petit appartement sans balcon. Le pire, c'est que cette merde, ça a plutôt bien marché, jusqu'à ce que les normes de sécurité et des lois en matière de protection de l'enfance se disent que c'était peut-être, éventuellement, pas ouf. Et cette chose, ça a duré pendant 10 ans, où personne ne s'est dit « Oh, c'est un peu bizarre et un peu dangereux cette merde », à tel point que même Eleanor Roosevelt en a possédé une. Voilà, allez, on s'arrête là, on passe à la suite. Les filles du radium. Là, on passe à la partie la plus longue de cette vidéo. Déjà, de toute manière, la vidéo en elle-même n'est pas très longue non plus, mais là, ça... Ah,
c'est un peu trash. Regarde chérie, une montre qui brille dans le noir. Ce commentaire enthousiaste a sûrement été répété une centaine de fois il y a une époque qui remonte à moins de 100 ans, lorsque des acheteurs ont posé pour la première fois les yeux sur des montres et horloges dont les aiguilles et les cadrans brillaient comme par magie dans l'obscurité de la nuit. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il s'agissait d'une sorte de magie mortelle et surtout hautement toxique pour les femmes qui les fabriquaient. En 1916, la première usine à fabriquer ces appareils brillants a ouvert ses portes dans le New Jersey et a embauché environ 70 femmes. Elles seraient les premières d'une vague de milliers à obtenir un emploi dans des usines similaires aux États-Unis, dans un métier bien rémunéré et apparemment prestigieux. L'application de la peinture phosphorescente très spéciale sur les montres était une tâche à la fois minutieuse et très délicate, qui exigeait à la fois un bon œil et surtout une très grande dextérité manuelle. Les filles devaient donc mouiller la pointe de leur pinceau avec leurs lèvres pour la rendre plus aiguisée, on va dire. Et c'est là l'énorme problème. Si la peinture brillait si efficacement, c'est parce qu'elle contenait un élément qui avait à peine été découvert 20 ans auparavant. Cet élément était le radium. Et le radium, comme vous le savez aujourd'hui, est hautement radioactif. Il s'est avéré que les filles en avalaient quotidiennement. Malgré cela, le radium est rapidement devenu à la mode, se trouvant dans tout. Des cosmétiques, du dentifrice, des boissons gazeuses et même des produits alimentaires. Le problème, c'est que lorsqu'on ingère du radium, le corps le confond avec du calcium et l'incorpore donc directement aux os, provoquant donc rapidement une nécrose osseuse induite par les radiations et des cancers des os. L'un des aspects les plus tristes de ces filles du radium, c'est qu'elles ne se sont pas lancées à l'aveugle dans cette aventure. Beaucoup ont demandé à leur employeur si la peinture était nocive avant même de commencer leur contrat. Et bien sûr, les employeurs ont assuré que non, pas du tout nocive ni pour la santé ni pour quoi que ce soit. En bref, on leur a menti, que ce soit par ignorance, incompétence ou par omission, et en réalité ça ne compte pas vraiment la raison pour laquelle on leur a menti, parce que ce qui compte vraiment c'est ce qui leur est arrivé par la suite. Le pire, c'est qu'il a fallu des années pour que les symptômes apparaissent, ce qui a rendu difficile de prouver la cause de leurs problèmes, d'autant plus que le radium donne l'illusion d'une bonne santé lorsqu'il est ingéré en stimulant les globules rouges, alors qu'en réalité, on est lentement empoisonné. À l'époque, le radium c'était la substance la plus chère de la planète, coûtant la douce bagatelle de 2,2 millions de dollars le gramme en monnaie actuelle. Et pour ajouter au côté mystique de leur travail, les Radium Girls étaient répertoriées dans les annuaires comme des sortes d'artistes, ce qui les incitait à demander à leurs amis et à leur famille de venir chercher un emploi chez elles. Un autre aspect un peu sinistre de cette histoire, c'est que la poussière radioactive créée dans cette usine scintillait tellement fort que ça se mettait souvent dans les robes des femmes qui y travaillaient. Du coup, certaines d'entre elles venaient avec leurs plus belles robes qu'elles avaient dans leur garde-robe pour pouvoir travailler et que cette poussière s'imprègne dans ces vêtements pour pouvoir sortir par la suite en soirée et briller de mille feux. Et c'est au début des années 20 que certaines de ces Radium Girls ont commencé à souffrir de symptômes tels que de graves maux de dents et de fatigue. Le premier décès connu ayant lieu en 1922 lorsque Molly Maggio est décédée à seulement 22 ans après un an de souffrance. Et là on va mettre un trigger warning violence et description un peu gore parce que on va rentrer dans certains détails qui pourrait vous mettre un peu mal à l'aise, donc voici le timecode où on arrête d'en parler. Même si son certificat de décès indiquait à tort qu'elle était morte de la syphilis, elle souffrait en réalité de ce qu'on appelait la mâchoire au radium, une maladie qui faisait que toute sa mâchoire inférieure était si molle et cassante que son médecin l'avait tout simplement retirée de son visage. Le radium ne faisait rien de moins que percer des trous dans sa mâchoire alors qu'elle était encore en vie. Heureusement, si on peut vraiment le dire, les Radium Girls n'ont pas souffert en vain. Leur cause a finalement permis de changer les lois aux États-Unis en matière de sécurité du travail, et ce pour tous les ouvriers d'usine. Même si on se doute facilement que tous les industriels de l'époque s'en fichaient plutôt pas mal, tant que les produits se vendaient, et finalement c'est même encore le cas aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris 2-3 trucs super sympas. Et bien écoutez, si c'est le cas, je vous invite à la partager, à faire vivre la chaîne, à laisser un commentaire, un like, et puis surtout à vous abonner. Et moi d'ici la prochaine fois, eh ben, je vous dis salut.